Bonjour à tous, Sylvie et Audrey ont fait de la prison. Elles ont passé plusieurs années derrière les barreaux et elles n'en sont pas sorties totalement indemnes. Alors, à quoi ressemblait leur vie sous les verrous? Comment ont-elles pu élever leurs enfants alors qu'elles étaient privées de liberté? Eh bien, elles vont nous faire le récit de leur vie en détention. Vous pourrez les commenter sur Internet avec le hashtag Toute une histoire. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, vous avez passé combien d'années en prison? J'ai passé 2 ans. Pour quelle raison avez-vous été arrêtée? Trafic de stupéfiants. Je crois que vous étiez toute jeune à l'époque. À l'âge de 18 ans. Donc vous avez passé 2 ans en prison. Aujourd'hui, vous êtes libre depuis combien de temps? Ça fait un bout de temps maintenant, ça fait 14 ans. Mais j'imagine que ces 2 années vous ont marqué à jamais. C'est clair. Vous allez nous raconter tout ce parcours. Sylvie, bonjour. Bonjour. Alors, Sylvie, votre histoire a fait la une des journaux télévisés il y a 7 ans. On en regarde tout de suite un extrait. Derrière la spectaculaire évasion de Christophe Kider et El Hadj Top, il y avait 2 femmes. Elles ont réussi à déjouer la surveillance d'une des prisons les plus sécurisées de France. La première, Sylvie, est la compagne de Kider. C'est elle qui s'est procuré l'armement. Un matériel qu'elle a ensuite donné à Nadia, la compagne d'un autre détenu. Dans sa jeunesse, la jeune femme a eu un accident. Depuis, elle porte des plaques métalliques dans le dos. Samedi matin, elle passe sous le portique, l'arme scotchée entre les omoplates. L'alarme retentit, mais les gardiens ne la fouillent pas. La femme a un certificat médical, c'est une habituée. Elle fait sonner le portique à chaque visite. La procédure aurait été respectée. Les 2 femmes ont réussi à faire passer tout l'armement en 3 visites. Une le samedi et 2 le dimanche. Elles le cachent ensuite dans une gaine d'aération du parloir. Christophe Kider et son complice n'ont plus qu'à le récupérer. Placées en garde à vue, les 2 femmes devraient être mises en examen dès demain à Lyon pour complicité d'évasion. Scénario digne d'un film. C'est faire preuve d'imagination. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Moi, je les ai pas vues parce que j'étais en garde à vue après, juste après. Justement, alors. Voilà. Moi, ça me... Vous avez l'impression qu'on parle de vous ou de quelqu'un? C'est de voir les images en prison aussi, le portique, tout ça, ça rappelle des choses, des choses qui étaient... Parce que rentrer en prison, aller visiter quelqu'un, c'est toujours la boule au ventre, même quand on n'a pas d'armes. Hein. Même quand vous ramenez juste des sandwichs, ou même quand... Voilà, c'est rentrer en prison, c'est toujours... Vous avez été condamné à 5 ans de prison ferme. Finalement, vous êtes resté combien de temps en prison? Moi, j'ai fait que de la préventive. Ça veut dire j'ai été enfermée 4 ans et 3 mois. Et je suis sortie. Voilà. Vous aviez des enfants à l'époque? Oui. Vous avez quel âge? Alija, elle avait 18 mois. Et mon fils, Nino, il avait 13 ans. Ils étaient où pendant votre détention? C'est chez mes parents. C'est leurs grands-parents. Vous avez récupéré vos 2 enfants? Nino, mon fils, il est grand, il a 20 ans. Je pense que nos liens se referont naturellement, voilà. Alija, elle a 8 ans. Et vous avez récupéré votre fille? Non, toujours pas. Et c'est pour ça un peu que je suis venue à cette émission aujourd'hui. C'est pour... parce que ça fait 2 ans et demi que je suis sortie, ça fait 2 ans et demi que je suis plus une maman et que j'ai envie de le crier parce que... Voilà, j'ai pas appris la patience en prison. Ouais. Mais je crois que là, ces 2 dernières années, presque 3 dernières années, j'ai un peu... plus, Donc votre combat aujourd'hui, c'est de récupérer votre fille et de redevenir une maman à temps plein. À part entière, et aussi défendre toutes ces mamans qu'on enferme et qu'on prive, de leurs enfants, que ce soit les services sociaux, que ce soit des ex-familles, des anciens compagnons. Voilà, une femme, dès qu'elle a commis un délit, c'est par rapport à notre société, c'est l'image sacro, la femme sacro-sainte, la pure. Voilà. Dès qu'elle commet un délit, on fait comme si on la méprise. Voilà. C'est du mépris, en fait. Voilà. Alors, Samuel Mergui est avec nous aujourd'hui pour décrypter ce que vous allez nous raconter. Samuel, selon vous, est-ce qu'une femme est moins armée qu'un homme pour faire face à l'épreuve de la prison ? Alors on peut déjà faire une première distinction, mais qui est valable aussi pour les hommes, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes armes psychiques pour affronter l'univers carcéral. Par exemple, quelqu'un qui est multirécidiviste d'infractions violentes, on peut supposer qu'il aura quelques traits psychopathiques qui vont l'aider à mieux supporter l'univers carcéral. Pour les autres, c'est beaucoup plus difficile. Pour les autres, c'est un enfer, en fait, la prison. En détention, finalement, les femmes qui sont en détention, pour la plupart, justement, ça existe des femmes psychopathes, mais la plupart des femmes qui sont harcelées
qui sont incarcérés ne sont pas incarcérés pour des délits violents. Donc c'est souvent des personnes qui sont relativement vulnérables, qui étaient relativement fragiles avant d'entrer en détention et qui donc vont être encore plus fragilisées par le vécu carcéral. Il y a autre chose, c'est aussi le rapport au corps. C'est que pour les femmes, pour beaucoup de femmes, il y a des dérèglements hormonaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir, on peut perdre ses cheveux, avoir les ongles qui jaunissent, parfois une aménorrhée, c'est-à-dire plus de règles du tout pendant toute la détention. Donc le corps exprime la souffrance différemment que pour des hommes. Ouais. Vous confirmez, Sylvie? Mais je pense aussi que les femmes, quand elles rentrent en prison, elles connaissent pas cet univers. Donc c'est un choc qui est d'autant plus violent. Voilà, c'est des parcours de vie qui les ramènent en prison, mais elles n'ont jamais anticipé qu'elles pouvaient rentrer en prison. Voilà. Alors, vous êtes de quel milieu, toutes les deux? Vous avez grandi dans quel environnement familial, Audrey? Moi, j'étais dans une famille. Donc, mon père était cadre de la fonction publique, ma mère était femme au foyer, donc plutôt classe moyenne. Voilà. Avec des frères et sœurs? Et on était une famille assez nombreuse, oui, 4 enfants. En province, à Paris, dans une ville? En Normandie, dans un village, et voilà, donc une enfance assez tranquille et une vie simple. Et vous, Sylvie? Moi aussi, une famille, des gens qui avaient des moyens, les deux travaillaient, un frère et une sœur, voilà, des plus petits. On partait en vacances tous les hivers, tous les étés. On avait, voilà, j'ai eu mon bac. Voilà. Alors, Audrey, c'est vous qu'on voit sur cette photo-là, une petite fille adorable. Vous étiez quel genre de petite fille? Trop mignonne. Une fille modèle, quoi. Petite fille modèle? Ouais. Plutôt timide? Très timide, réservée, Bonne élève. très bonne élève. J'adorais l'école et j'adore toujours. Bon. Alors, la rédaction a préparé un petit aperçu de votre enfance en images. Regardez, ça devrait vous toucher normalement. Audrey, née en 1980 en Normandie, près de Caen. Deuxième d'une fratrie de 4 enfants, elle grandit à la campagne entourée par une famille aimante. Petite, c'est une enfant sage, une élève modèle. Mais à l'âge de 7 ans, son père est diagnostiqué maniaco-dépressif. La maladie déséquilibre la famille. Audrey ne trouve plus sa place et devient une adolescente rebelle. À 15 ans, la jeune fille fume son premier joint. Très vite accro, elle se met à dealer pour financer sa consommation. À 18 ans, elle est arrêtée par la police et part en prison. D'émotion en revoyant toutes ces images et ce parcours? Ouais, forcément. J'ai eu l'impression d'avoir plusieurs vies dans une vie, donc c'est voilà, des étapes significatives. Donc une des étapes majeures, si j'ai bien compris, ça a été la maladie diagnostiquée de votre père. Vous avez l'impression que tout a basculé à partir de ce moment-là? En fait, j'ai l'impression d'avoir une enfance voilà, tranquille et plutôt heureuse jusqu'à l'âge de 7 ans. Et quand j'ai appris la maladie de mon père, enfin, je l'ai appris parce qu'il a été interné en psychiatrie directement. Donc voilà, vous voyez plus votre père du jour au lendemain. Et malheureusement, c'était un peu l'époque des expérimentations. Donc il a servi de cobaye à l'industrie. Et mon père aujourd'hui, enfin, son système nerveux est en pleine dégénérescence. Il lui reste peu de temps à vivre, je le salue. Et voilà, donc ça a été un peu tout s'effondrer, quoi. Le monde merveilleux auquel on m'avait fait croire, tout d'un coup, basculait, s'écroulait. Et moi, comment je me retrouve là-dedans? Mon père, il est plus là, déjà. Et ma mère doit faire face à tout ça avec les enfants et la maison et un mari malade. Donc pour elle, du coup, ça a été difficile et nous l'a fait un peu payer, quoi, aussi. Donc après, vous avez dû trouver des subterfuges, vous réfugier dans la musique, dans les livres, dans un premier temps? Ouais, beaucoup. Ouais. Donc, d'abord, j'étais un petit rat de bibliothèque dès l'âge de 5-6 ans. J'étais assez précoce, donc j'aimais beaucoup la lecture. Pour tous ces mondes que ça m'ouvrait, au final, qui étaient plus agréables que ma réalité. C'était une forme d'évasion, déjà, de mon quotidien difficile. Puis après, vous avez trouvé d'autres formes d'évasion au moment de l'adolescence? Après, c'est le rap français qui m'a beaucoup aidée et construite. Du coup, c'est pour ça que j'écris aujourd'hui du slam plutôt. Mais voilà, ça m'a nourrie à un moment donné où j'étais un peu livrée à moi-même. Et c'est dans la musique où je trouvais des réponses ou dans les livres. Dans ma famille, on exprimait peu ses émotions en fin de compte. Et eux, dans le rap, ils l'exprimaient, quoi. Et ça m'a donné envie. Ça a fait un peu miroir. Et surtout, j'aimais les rimes, la poésie, l'énergie, quoi. Et voilà, donc ça m'a beaucoup portée, ouais. Et puis d'autres formes d'évasion en consommant du cannabis?
À quel âge, là, vous avez commencé? Le 1er juin, j'avais 15 ans, c'était pendant l'été. Puis après, le 1er juin, c'est un peu comme la cigarette. On n'aime pas forcément ça la première fois, mais on y retourne et on finit par aimer. Enfin, moi, j'aimais surtout les effets des inhibitions, puisque j'étais assez réservée et tout. Et à l'adolescence, vous voyez, faut un peu se mettre en avant pour trouver des amis et tout. Donc moi, j'étais un peu solitaire et voilà, avec le shit, j'ai eu une forme de socialisation nouvelle, quoi, où on se retrouvait pour fumer. Et du coup, après, j'ai construit un peu dans ce milieu-là mes amitiés. Et puis donc mes potes, ils faisaient du business, donc j'ai trouvé ça normal d'en faire aussi pour financer ma consommation dans un premier temps, puisque j'avais un peu d'argent de poche, mais pas beaucoup. Et du coup, c'est comme ça, c'est en faisant des crédits à des potes que je me suis retrouvée à dealer des centaines de kilos au bout de 2 ans. Des centaines de kilos, ça fait beaucoup quand même là, non? Est-ce que vous avez eu votre bac? Moi, j'ai eu un bac économique et social et il faut savoir que la semaine du bac, je faisais des allers-retours avec des kilos dans ma valise. J'ai failli rater l'épreuve, je suis arrivée en retard à une, mais en tchatchant, j'ai pu avoir mon bac. Ils avaient conscience, vos professeurs, que peut-être vous étiez pas dans un état tout à fait normal? Non, malheureusement, je crois que j'étais un peu en mode provoque et que ça se voyait vraiment et que personne n'a fait trop attention. Plus tard, quand je suis sortie, je suis allée voir une prof, en fait c'est une prof de sciences économiques et sociales, et elle m'a vraiment donné envie d'apprendre. Elle a mis des mots un peu sur ma révolte par rapport à la société. Voilà, j'ai appris l'existence de classe sociale et tous ces rouages en fait. Et donc cette prof, quand je suis sortie, je suis allée la voir, je dis madame, je voulais vous voir parce que finalement j'ai repris mes études en prison, puis c'est un peu grâce à vous, tout ça. Puis elle m'a dit ah mince, je m'en doutais, j'aurais. Et elle avait senti le potentiel. Elle avait senti en effet le potentiel, elle avait senti que j'étais défoncée 24/24. Et du coup aujourd'hui, moi, dans mon métier, c'est un peu ça que j'essaye de faire, c'est qu'on demande aux professeurs normalement d'instruire seulement, mais pour moi, c'est pas possible en fait. On travaille avec des humains. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis enseignante et quand on travaille avec des humains et qu'on sent une détresse, une solitude, quelque chose, pour moi, c'est logique d'aller vers eux. Ouais, et donc, moi, je me considère pédagogue, éducatrice, au-delà de mon métier de professeur des écoles, quoi. Ils ont quel âge, vos élèves? Mes élèves, ils ont 8, 9, 10 ans, voilà. Et vous aimez votre métier? Et j'adore mon métier. Ouais. Je pense que pour changer le monde aujourd'hui, la base, c'est l'éducation. Donc, c'est mon engagement profond. Après le bac, des écoles. D'ailleurs, ils devraient plutôt construire des écoles et faire un vrai enseignement avec des vrais gens qui seraient investis avec nos enfants. Que de construire des prisons comme ils sont en train de faire. Voilà. Victor Hugo disait qu'ouvrir une école, c'était fermer une prison, et c'est affiché dans ma classe en gros, tu vois. Vous avez fait quelles études après votre bac? Donc en prison, j'ai repris mes études de sociologie parce que, comme je disais, j'avais vraiment besoin de comprendre ce qui se passait, pourquoi c'était toujours les mêmes qui se retrouvaient en prison, pourquoi les femmes vivaient toujours ces violences et tout ça. Enfin voilà, il y a plein de choses que je comprenais pas et donc la sociologie m'a vraiment aidé à comprendre le monde. Bon, mon père était un peu inquiet parce qu'il disait mais avec ça tu vas jamais trouver de boulot, il n'y a pas de débouché, tout ça, bon voilà. Et je disais non mais en fait de mettre des mots sur ma révolte, ça m'a aidé à me construire. Et du coup, ensuite, assez vite, quand j'ai eu ma licence, je ne savais pas trop quoi faire. Et c'est mon parcours carcéral qui m'a donné envie de travailler avec les jeunes, dans la culture, dans le socio-éducatif. Vous allez nous raconter tout ça en détail. Sylvie, vous avez choisi quelle voie, vous? J'avais choisi d'être maman, j'avais qu'un seul statut, moi. Mais vous avez passé votre bac, vous? Ah non, mais après, je sortais tous les soirs. Et oui, j'ai passé mon bac économique aussi en 88. Et en fait, j'ai eu mon bac à 18 ans, mon permis de voiture, mon permis tout à 18 ans, mon premier appart à 18 ans. Et je pense que là, j'ai commencé à vivre à partir de 18 ans, à me trouver vraiment, enfin, à n'être plus l'enfant de mes parents. Vous avez fait des études? Non, j'avais commencé une fac d'histoire, aussi une école de journalisme, j'ai rien fini. Ouais. Voilà. Et après, j'ai eu mon fils à 25 ans. Est-ce que vous avez rencontré le père de votre fils aîné, toute jeune? À 24 ans, c'est pas très jeune. On avait beaucoup à avoir des enfants à partir de 24, 25 ans. Ouais. Donc vous avez quand on a envie d'être maman, c'est à partir de 20 ans, ça commence à nous travailler. Qui était-il, lui? Lui, c'était un danseur hip-hop. Un quoi? Un danseur hip-hop. Ouais. Voilà. Et il avait aussi eu des affaires avec la justice. Il avait fait un peu de prison. Voilà. Après, on s'est mis ensemble, on a vécu mon fils, Nino, notre fils, mon fils. Et après, pendant 4 ans, on est resté. Enfin, on a ouvert un magasin, un vidéoclub.
On a fait des choses ensemble, mais au bout de 4 ans, la justice l'a aussi rattrapé. Il est parti un peu en prison. Donc les parloirs, je les ai connus assez rapidement. Voilà. Alors on va revenir à l'histoire d'Audrey, donc qui passe son bac, qui l'a facilement. Et la première arrestation a eu lieu quand alors? 1 an après. Vous aviez fait quoi pendant cette année-là? Après, du coup, mon business avait pris un peu d'ampleur et du coup, je m'étais inscrite à la fac pour être un peu tranquille parce que voilà, les potes m'avaient appris c'est bien d'avoir un alibi, d'avoir un taf ou des études, donc si tu peux, voilà. Donc je me suis inscrite à la fac un peu comme ça et je savais pas quoi faire en fait. C'est un peu tôt pour décider de ce qu'on veut faire, je trouve, 18 ans. Et puis j'avais jamais été en entreprise comme on fait aujourd'hui. Enfin, je ne savais pas du tout à quoi ressemblait le monde du travail. Donc voilà, moi j'avais juste envie de continuer mon business avec mes potes. Et du coup, la fac, c'était un peu une couverture. J'y ai mis les pieds quelques fois. Et dans un amphi à 300 personnes, avec quelqu'un qui est sur sa chair, ça ne me parlait pas tellement. Donc voilà, j'ai fait du business à fond. Donc j'étais dans les voyages, j'étais dans le téléphone, femme d'affaires, quoi. Et puis un matin à 6h, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai entendu toc 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 à 6h et là, je dormais avec mon copain à l'époque qui lui avait un passé carcéral assez riche, donc qui m'a dit merde, c'est les keufs quoi. Et du coup, il a regardé par la fenêtre et il m'a dit bon, on est cerné. Voilà, il y a des flics partout en bas de l'immeuble. Et moi, je ne savais pas quoi faire, en fait. Et le temps de la réflexion, boum, la porte, elle a été défoncée. Et il y a des mecs de la BAC et tout ça, des stupes qui se sont jetés sur moi, sur le lit, qui m'ont retourné, qui m'ont pincé, qui m'ont donné les menottes. Et après, il y a un chien qui a tout défoncé et qui a trouvé un peu de drogue. Ils étaient contents. Et après, ils m'ont sorti... Donc j'étais en nuisette, j'ai demandé si je pouvais m'habiller quand même, voilà, et du coup je me suis retrouvée devant les voisins, etc. Voilà, dans Vous aviez quel âge là? Tenue à 18 ans. Vous aviez quelle image de la prison avant d'être incarcérée? Alors j'avais donc mon ex, mon copain de l'époque qui m'avait raconté à peine, mais les hommes parlent peu de leurs émotions, de ce qu'ils vivent vraiment, donc malheureusement j'avais très peu d'infos. Celle que j'avais, c'était plutôt à la télé, via les séries américaines, donc avec un peu ces fantasmes sur se faire violer dans les douches et manger dans un réfectoire avec plein de gens, trop cool et tout. Et en fait, je me suis retrouvée entre 4 murs, seule, à manger ma gamelle. Et pour la douche, c'était 3 fois par semaine. Et comme c'était 3 minutes, on n'a pas trop le temps de se bagarrer. On pense juste à se laver et à se rincer, sinon on sort avec tout le shampoing dans les cheveux. Donc voilà, c'était très loin en fait de ce que je pouvais imaginer. Il y avait la télé dans la cellule? Alors la télé, si vous avez les moyens. Voilà. Sinon, après, non. tout est une histoire de moyens pour ouais, améliorer le confort. Disons que les inégalités sociales que vous trouvez dehors sont accentuées en prison. Et donc voilà, quand on n'a rien, ça veut dire qu'on n'a pas de papier toilette ou de serviette hygiénique et qu'on n'a ni télé, ni radio, ni quoi que ce soit pour passer le temps. Donc là, c'est dur la détention, effectivement. Maintenant, aujourd'hui, je sais que si vous avez de l'argent, vous pouvez avoir une PlayStation, un frigo, mais il y a 15 ans, c'était pas le cas déjà. Vous étiez seule dans votre cellule? Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps seule, notamment à la prison des femmes de Fresnes. Il faut savoir que c'est une prison un peu disciplinaire, donc le but du jeu, c'est de vous faire souffrir au maximum et de détruire l'individu. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que moi je me sens un petit peu rescapée et c'est pour ça que je tenais à témoigner, quoi. Vous aviez accès aux livres à ce moment-là? Alors on a Seule accès dans à votre une cellule? bibliothèque en fait, mais c'est soit la bibliothèque soit la promenade. En fait, vous avez le droit de sortir 1 heure par jour, donc c'est difficile de renoncer à cette promenade, vous voyez. Voilà. Vous ne pouvez pas prendre un livre et le ramener dans la cellule? Non, c'est pas fait comme ça. À Versailles, c'était plus possible. Donc là, je prenais plusieurs livres et puis voilà, j'allais les changer chaque semaine. Disons que c'est une prison un petit peu plus humaine, Versailles. Et donc voilà. Puis la bibliothèque, c'est les livres qu'ils ont choisis eux. Vous n'avez pas forcément ce que vous avez envie de lire. Ouais. Alors effectivement, donc moi j'avais un appétit intellectuel un peu féroce, comme j'ai dit, et c'est vrai que les bouquins de Gare et à l'eau de rose, ça m'intéressait peu. Donc c'est pour ça que moi je cherchais les témoignages directs. Voilà, et puis un peu de poésie, un peu de sociologie, des essais, voilà, comme je disais, j'avais envie de comprendre, donc je cherchais plutôt ce type d'ouvrage. Il faut savoir que voilà, les bibliothèques de prison sont très mal fournies, tout le monde s'en fiche, hein, donc moi c'est quelque chose que j'ai fait quand je suis sortie, par exemple, c'est d'amener des bouquins dans les prisons autour. Ça fait partie de vos combats aujourd'hui, j'imagine. Exact. Sylvie, combien de temps votre relation avec cet homme, donc le père de votre fils, a duré? 10 ans. Il faisait donc des allers-retours en Moi, prison? sur 10 ans, il a dû y aller 5 ans, la moitié du temps. Oui, la moitié, oui.
Et c'est comme ça, par l'intermédiaire de cet homme, que vous avez rencontré Christophe. Qui est Christophe? Oui, c'était enfin, ils jouent au foot ensemble, oui. En prison? Non, pas dehors. Non. Dehors, quand on. Enfin, voilà, ça, dehors. Comment vous l'avez rencontré, ce Christophe? Christophe, il venait au vidéoclub. Au vidéoclub? Oui, à mon vidéoclub. D'accord. Il venait louer des cassettes. C'est la boutique des que cassettes vous à teniez. l'époque, ouais. Voilà, c'est ça, ça nous rajeunit pas tout ça. Mais oui, à l'époque, c'était des. Et qu'est-ce qui vous a séduite chez lui? Son côté 18e siècle, il n'avait rien à voir avec les mecs du quartier, très poli, très galant, très... 18e siècle? Oui, 18e siècle. Il ressemble à quoi 19e. physiquement? Ah ouais, plus la tête qu'il avait, que vous avez montré tout à l'heure, mais il ressemble à quoi? Non, c'est quelqu'un de charismatique, oui. Vous avez eu un coup de foudre? Ouais, pourtant j'étais avec le père de mon fils, mais j'avais déjà... C'était... Voilà. Dès que vous l'avez vu? Ouais. Il faisait quoi, lui, dans la vie? Je savais pas à l'époque ce qu'il faisait. Mais il faisait quoi, en fait? Mais il faisait quoi? Il faisait de la moto, du foot, je sais pas ce qu'il faisait. Il était lui aussi délinquant? Délinquant. Après, il est tombé pour des braquages, voilà, donc c'était... Donc lui aussi faisait des allers-retours en prison? Je crois, oui, Christophe, il est parti jeune aussi en prison. Il a pris combien? connu, moi, des dates, des chiffres, je suis très mauvaise en tout ça, mais je connaissais pas toute... Enfin, moi, je le croisais au quartier et tout ça, mais je sais pas toute la prison qu'il a fait avant. Enfin, quand vous êtes tombée amoureuse de lui, peu de temps après, il a été incarcéré? Ouais, en 95, la BRB, ils l'ont arrêté. Donc là, Christophe, il a pris combien à ce moment-là? Après, il y a eu plusieurs jugements parce qu'il y avait plusieurs affaires, je crois. Il a pris 36 ans. 36 ans de prison? À l'époque, en 95, il n'y avait pas d'appel. Voilà. Dans son affaire, il n'y a pas eu de reconstitution. Donc on l'a chargé un maximum. Voilà. Donc à l'époque, au moment où il a pris cette peine, vous aviez déjà une relation tous les deux? Non, pas du tout. Elle a commencé où, votre relation? Après, quand j'ai mis un terme avec l'histoire du père de mon fils. D'accord, donc votre relation a commencé alors qu'il était en prison? Oui. Vous alliez le voir au parloir? Voilà. On a commencé, quand on a commencé à s'écrire, donc une relation épistolaire. Après, il y a les cabines téléphoniques en prison, on a commencé à s'appeler et après, très vite, j'ai été le voir. Voilà. Et vous avez même eu un enfant ensemble? On a fait un bébé parloir, là, comme ils appellent ça, à Clairvaux en 2007, déjà, notre fille. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un peu d'intimité? Voilà, quand des garçons comme ça, il est là-bas depuis 95, il y a des établissements de longue peine pour des longues peines. Donc, mais là, c'est pas aussi parce que les mecs m'ont raconté, ils se sont battus pour avoir des parloirs un petit peu plus intimes avec leur famille, avec leurs femmes, avec leur épouse. Mais ça, c'est des bagarres qu'il y a eu à l'intérieur des prisons. Maintenant, il y a des UVF soi-disant, mais c'est pas partout. Par exemple, en maison d'arrêt, où vous avez les surveillants qui passent toutes les 2 secondes, vous pouvez rien faire. Et s'ils vous prennent en flagrant délit de quelque chose, ils vont tout de suite mettre un terme au parloir, vous interdire de parloir. Le sexe ne doit pas exister en prison. Quand il y a des bébés parloirs, ils sont un petit peu... voilà, ils n'aiment pas trop. Une petite précision, c'est que généralement, quand on est placé en prison, on passe d'abord en maison d'arrêt. Voilà. C'est là où vont les personnes qui ont des courtes attente, peines, voilà, et qui vont attente de la être aussi en peine. attente de centres de détention. Et là, la vie est très différente. C'est-à-dire que quand vous êtes en centre de détention, les détenus construisent leur peine. Et donc, il y a, entre guillemets, un confort que vous n'avez pas en maison d'arrêt, comme par rapport au parloir, les formations, et puis aussi la capacité de créer des liens relationnels avec les autres détenus qui, eux aussi, construisent leur peine. Ce qui n'est pas le cas en maison d'arrêt. Non, en maison d'arrêt, voilà, et vous pouvez rester 5 ans, 7 ans, 8 ans en maison d'arrêt. Voilà, vous n'aurez pas de relation intime, même si c'est votre mari, même si c'est votre femme. Voilà. Alors j'imagine que le quotidien est devenu un peu lourd à gérer? Ou en prison non, quand j'allais au parloir. Ouais. Oui, vous êtes amoureuse, tout ça, voilà, regarde, ça vous motive, ça vous donne des ailes. Mais comme je disais, moi j'ai dit à mon jugement en 2013, c'était plus possible. C'est pas une vie de faire des parloirs, de penser. Au final, vous pensez qu'à l'autre. Voilà. Et à un moment, vous vous oubliez, vous pensez plus à vous. Comment l'idée de le faire évader a-t-elle germé?
On a fait le procès. Non, mais ça, c'était Christophe, s'est chevillé au corps depuis 95. Il a dit à la Berbée. Voilà, je resterai pas. Donc il vous a demandé de trouver une idée. Vous y avez réfléchi ensemble. Comment ça s'est passé? C'est un peu... Ouais, voilà. C'est comme... Comment dire, il pense qu'à ça, il pensait qu'à ça. Oui, mais en fait, vous donnez l'impression d'avoir été enfermé avec lui. Comme si tout le temps où lui, il était en détention, vous-même, quelque part, vous partagiez sa détention avec un état de frustration permanent. Et c'est difficile de voir quand vous parlez de vous ou de lui, justement, quand vous parlez de cette envie de s'évader, en fait. Non En tout cas, c'est l'impression que vous donnez. Bah oui, c'est sûr. Je sais pas, même dans les livres, on parlait de livres tout à l'heure, je sais pas, des romans très célèbres, ça parle d'évasion, de liberté, Monte Cristo, tout ça, voilà. Alors lui, il avait fait une première tentative d'évasion. D'ailleurs, Audrey, vous l'aviez vu De ma fenêtre, moi, j'étais incarcérée à la maison d'arrêt des femmes de Fresnes quand l'évasion a eu lieu à ce moment-là. Donc voilà, Donc, vous avez j'ai vu vu la quoi en prise live d'otage, j'ai vu l'hélico, j'ai vu l'échelle qui était trop courte. Alors non, c'est pas possible, quoi. Donc ça, c'était sa première tentative d'évasion qui a échoué. Ensuite, il y a eu la vôtre. Hein. Vous avez fait entrer des explosifs à l'intérieur de la prison et vous avez été arrêté. Voilà. À ce moment-là, votre fille avait 18 mois. 18 mois. Elle était où ce Elle était jour-là? avec nous au parloir. Ah, vous l'aviez emmenée? Bah oui. Enfin, moi, je pensais pas que ça allait se passer là, en fait. Donc, voilà, ça devait se passer en détention. Voilà, mais les choses n'ont pas été ramenées en détention. Qu'est-ce qui devait se passer L'évasion, dans la semaine. Voilà, on ne devait pas être là, les familles ne devaient pas être là. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le matériel n'a pas été ramené en détention, du côté de leur détention. Je crois que c'est un surveillant qui devait ramener ça, ça n'a pas été fait. Et Christophe, à 16h, il me dit je m'en vais. Je m'en vais. Donc vous avez été arrêté, vous avez été incarcéré. Qu'est-ce qui a été le plus dur à supporter au début? Mes enfants, le manque des enfants. Même si moi je savais qu'ils allaient bien, c'était le manque. Oui, j'avais un manque. La petite, j'étais collée à mes enfants en fait. Même mon fils, il avait 13 ans, il dormait encore avec moi. Donc, enfin, il demandait de dormir encore avec moi. Mais voilà, j'avais un rapport assez fusionnel avec mes enfants. Je suis très tactile avec mes enfants. Je suis comme une louve. Donc ça a dû être une frustration c'était assez totale. Dur. Une frustration supplémentaire. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type en prison? Ah oui, c'est clair, c'est très rythmé. On vous réveille à 7h, à 6h. Moi, toutes les 2 heures, ils venaient voir à l'œilleton si je ne m'étais pas évadée. Je ne peux pas m'évader. Enfin, voilà, ça, c'est du harcèlement. Ça, c'est assez dur. Toutes les 2 heures, quand vous êtes à Fleury, ils font ça. Quand vous êtes les Basques, ils leur font ça. Quand vous êtes dans des affaires criminelles un peu chaudes, ils viennent toutes les 2 heures à vous allumer la lumière. Et moi, je me souviens, est-ce que j'étais somnambule avant? J'en sais rien. Un jour, je me suis réveillée en train de rentrer dans le placard de la cellule. Et je me réveille. Et je dis non, même si j'accepte, je peux rien dire de cette surveillance nocturne. À force, à terme, c'est en train d'avoir un impact sur mon physique. Même si je dis je suis plus forte que ça. Voilà, ça a forcément un impact sur moi. Voilà. Donc je suis somnambule depuis. Vous avez fait quel genre de rencontres en prison? Quel genre de femmes vous avez croisées? Vraiment tous les genres de femmes. Après moi, je voulais pas être là. Je voulais pas être là, j'avais pas forcément envie de lier des amitiés. Moi, j'étais plutôt j'écrivais aux gens dehors et j'avais l'impression que j'étais avec eux. Je vivais beaucoup pour mes parloirs, pour voir ma fille, ma famille, mes proches. Mais je voulais pas être là. Les parloirs, vous aviez droit à combien de parloirs? Déjà, les 10 premiers mois, j'étais pas sur la région parisienne. Au départ, ma mère voulait voir est-ce qu'il faut qu'elle me ramène mes enfants ou pas, voilà. Donc les 2 premiers mois, j'ai pas eu de parloir. Après, donc les 10 premiers mois, j'étais pas là. J'ai vu ma fille une fois tous les 2 mois. Mais après, une fois que je suis arrivée sur Fleury-Mérogis, parce que j'ai demandé mon rapprochement familial, ma mère, elle me ramenait ma fille toutes les semaines, une fois par semaine. Déjà, mon fils, lui, il venait pas. Il est venu 3 fois en 5 ans. Bon voilà, je lui écrivais des lettres où je lui disais bon tout là on n'a pas besoin de se voir, on sait qu'on s'aime, voilà. Mais enfin moi je les aime. Mais
Oui, lui aussi. Mais ma fille, non, j'avais besoin d'avoir, c'est un bébé. Mais en plus, ma fille, elle a des petits problèmes moteurs, elle ne marchait pas jusqu'à 4 ans. Moi, je suis descendue à 42 kilos. Enfin, je ne suis pas une victime, je ne supporte pas ce côté. Mais je suis descendue à 42 kilos en prison parce que j'avais l'impression que si j'avais été là avec ma fille dehors, il y a des choses qui auraient été plus vite. Voilà. Alors, vous avez fait l'objet de pas mal de rumeurs, puisque votre affaire avait été médiatisée. Est-ce que ça a joué sur vos relations avec les autres détenus? Non, parce qu'en fait, les gens ne connaissaient pas trop mon histoire. Moi, je m'en vantais pas. J'étais pas là à dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je m'en vantais pas. J'étais pas. Moi, j'étais un peu comme en hypnose, sous hypnose en prison. J'avais pas beaucoup de tension. J'avais 9. Bon, déjà, je mangeais pas trop. Je voulais pas être là. Je voulais pas être là. J'étais pas, pour moi, c'est pas la vraie vie. Comme voilà, on n'est pas au même rythme, on n'est pas au même temps. On est rythmé par la pénitentiaire, par leur rythme à eux. Vous réveillez à 7h, on vous donne à manger à 11h20. C'est comme si vous étiez mis en retrait, hein, mais presque oui, dans ça. un, moi, j'arrive pas, truc hermétique. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ça. Hein, dans une sorte de caisson presque. Dans des cellules coupées de la glauques vie. et pleines de... la cellule que j'ai fait la plupart du temps en Fleury, c'est... Parce qu'ils ont refait tout Fleury pour les hommes, ils ont même la douche en cellule et tout. Mais les femmes, c'est toujours pas refait. Vous avez des cellules avec de la peinture là, qui s'écaille et tout ça. Bah, moi, je suis sortie, j'ai mal à toutes mes articulations. Voilà, c'est de vivre dans ces conditions. On ne peut pas en sortir indemne au point de vue santé. Voilà. Et puis même la santé en prison, c'est un système moyenâgeux. On ne vous soigne pas en prison. On camoufle au pire avec des cachets, avec des trucs, avec... Vous n'avez pas accès à des médecins lorsque vous avez un Mais problème? soi-disant, il vous dit, le médical est séparé de la pénitentiaire. Voilà. Mais on vous soigne pas. On regarde la fin de votre mandat de dépôt. Si vos dents, on vous arrache les dents. On regarde, non, mais c'est pas la peine. Vous ferez soigner quand vous sortirez. Voilà. Il n'y a pas de soins en prison. C'est du Moyen Âge. Est-ce que votre couple a réussi à surmonter l'épreuve de la prison? Et vous vous rendez bien compte qu'en étant accusée de ce genre de truc, je savais que j'aurais plus jamais de permis de visite pour aller en prison. Et moi-même, je n'avais plus envie. Je pensais que Christophe allait se faire tuer en sortant qu'il n'allait pas sortir. Voilà, je pensais qu'il y aurait une fin comme ça, mais comme un roman. Mais pourquoi voilà. vous pensez ça? Bah parce que pour moi, on ne sort pas de ce genre de prison, que c'était un truc kamikaze, quoi, que c'était un truc... voilà, j'ai pas... Oui, donc vous n'aviez peu d'espoir sur votre avenir commun? Ah oui, j'avais pas du tout d'espoir. Aucune possibilité de vous voir? Ah oui, non mais moi je voulais plus refaire des parloirs, donc voilà. Donc moi je lui ai écrit en prison, je lui ai dit il faut que tu trouves quelqu'un. Voilà. Donc vous avez rompu? Moi on a rompu. Audrey, donc vous nous disiez tout à l'heure que ce qui vous a fait tenir en prison, c'est de lire et de reprendre des études? Alors, il y a plein de choses qui m'ont fait tenir en prison. Donc, contrairement à Sylvie, moi, j'avais peu de parloirs et peu de famille. Les deux membres de ma famille qui sont venus, c'est ma mère et mon petit frère dont j'étais très proche. Donc, mon petit frère avait 9-10 ans à l'époque et l'amour que j'avais pour lui m'a aidé à tenir, entre autres. Et beaucoup d'amis qui m'ont écrit. En fait, moi, je tenais beaucoup grâce à l'écriture, vraiment. Et puis, il y avait cette radio, L'Envolée, Ras les murs, des émissions en fait, qui consacrent un peu de temps aux détenus et à leurs familles. Et rien que ça, en fait, ça m'a apporté énormément. Et du coup, les études, la sociologie et puis le sport, j'ai repris un peu le sport. Et surtout les amitiés avec des prisonnières politiques, notamment, qui du coup, elles, étaient dans une vision de la vie de dedans comme dehors, je lutte et je me bats, quoi. Et donc moi j'ai intégré cette vision-là parce que je suis devenue adulte en prison, hein, entre 18 et 21 ans, c'est là qu'on se construit. Donc voilà, j'ai ces repères-là qui sont un peu différents et qui ont contribué à ce que je me sente un peu en décalage en sortant, parce que les jeunes de mon âge, ils s'occupaient des derniers smartphones et moi j'en avais rien à faire en fait de ces trucs de consommation. Pour moi j'étais dans des trucs voilà, peut-être plus philosophiques de la liberté, l'indépendance. Vous avez rencontré un prof de philo? Et voilà, et du coup, moi j'ai jamais trop été, j'ai jamais trop aimé la philo dans les bouquins parce qu'on vous donne des classiques, voilà, qui sont un petit peu imbuvables, etc. Mais j'ai fait de la philo en prison avec lui, de la philo au quotidien, et je pratique encore aujourd'hui cette espèce de recul, voilà, qu'on prend quand on réfléchit et qu'on débat ensemble. Et c'est ce que François donc m'a apporté en prison, c'est un espace de débat. Rien que ça, c'était juste inouï. Alors il est là, François, avec nous aujourd'hui. On va l'accueillir.
François, donc, qui a beaucoup compté pour vous, qui vous a offert cet espace de débat et qui, 13 ans plus tard, est toujours à vos côtés. François, j'imagine que vous avez rencontré des centaines de prisonniers au cours de votre carrière. Qu'est-ce qui vous a particulièrement attaché à Audrey ? Écoutez, vous entrez dans le vif du sujet rapidement. Je dois dire que quand j'ai rencontré Audrey, c'était à la maison d'arrêt de Fresnes, où elle était là, incarcérée depuis quelques mois. Nous, je dis nous parce que j'appartenais à l'époque à une équipe de l'université Paris 7 qui s'appelait la section, qui s'appelle toujours la section des étudiants empêchés de Paris 7, où nous faisons un enseignement dans toute l'Île-de-France, dans les établissements pénitentiaires. Et on avait monté à Fresnes une série de conférences. Ça faisait partie de votre travail ou vous faisiez ça en plus bénévolement ? Ça faisait partie du travail et nous tenions à ce que ça en fasse partie pour que ces étudiants empêchés aient des profs qui soient dans l'exercice de leur métier et non pas avec des bénévoles qui viennent faire de l'humanitaire, même si j'ai beaucoup de respect pour l'humanitaire. Mais donc c'était combien d'heures par semaine ? Nous voulons traiter les prisonniers et les prisonnières de la même manière que tous les autres étudiants partout dans les facultés. Vous aviez combien d'heures par semaine ? C'était une fois par mois et on avait juste 2 heures. Alors, oui, à l'époque c'était une fois par mois, maintenant c'est une fois par semaine. Je sais que ça marche très bien. Nous avions fait ça à la prison de la Santé chaque semaine pendant 10 ou 15 ans, avec beaucoup de, je dirais, d'impact sur les prisonniers, puisque c'était sur le désir volontaire de ces prisonniers de venir. Nous avions négocié avec les prisons que ce soit ouvert, quelle que soit la situation des prisonnières. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé chez Audrey ? D'abord, elle avait 20 ans. Ouais. Vous voyez ce visage d'Audrey aujourd'hui. À 20 ans, elle avait un visage de beau bébé. C'était un bébé en prison. Et nous, je dis nous, avec les autres professeurs, on a été absolument, vraiment bouleversés par sa jeunesse. Mais sa jeunesse qui était déjà bien armée. Parce que moi, j'avais été sensible surtout à sa douceur, mais énervé, toujours. Une douceur énervée, une jolie expression. Oui, et puis, je dirais une rage. Mais une rage contenue. Puis une curiosité, une intelligence, un appétit de savoir. L'intelligence, ça ne faisait aucun doute. Mais je dirais surtout ce qu'elle a manifesté tout de suite, c'est un esprit de lutte. Car en prison, évidemment, les prisonniers et les prisonnières sont dans de telles conditions que si on se laisse aller très vite, si on cède au fatalisme de la situation, eh bien, on devient une loque humaine. Il y en a beaucoup. Il y en a qui vont vers la folie même. Audrey fait partie des résistantes, si j'ose dire. C'est important pour ce... Alors, on me dirait comment parler de résistance alors qu'on est dans une situation de punition. Oui, car dans la prison, il y a des éléments qui s'ajoutent aux punitifs contre lesquels il faut lutter, dont vous avez déjà parlé auparavant. Alors elle était une lutteuse. Je l'ai connue comme, non pas une meneuse, mais comme une inspiratrice quand même au niveau intellectuel des droits que les prisonnières devaient revendiquer. Il y a eu quelques actions comme ça, quelques mouvements qui ont été menés à la maison d'arrêt de Fresnes. Je ne connais pas les résultats exactement, mais c'était de beaux mouvements. Alors, vous avez passé une licence de quoi ? De sociologie, donc. Une licence de sociologie. Et justement, donc, faut savoir que si vous voulez étudier en prison, en fait, il faut, donc pour les études post-bac, il faut demander au CNED,
enfin pour les femmes, hein, parce que du coup, comme on est très peu, ils ne considèrent pas que ce soit important qu'on ait accès aux études. Donc des cours par correspondance. Voilà. Et il se trouve qu'il n'y avait pas la sociologie au CNED, et donc moi, comme j'avais mis un pied dans la fac, ma mère a réussi en fait à trouver des professeurs, et notamment il y avait une prof en fait qui avait déjà enseigné à Fleury-Mérogis, donc qui était sensible à la question, et elle a proposé en fait, elle a demandé à des étudiants en fin de cours de lui laisser les cours pour les photocopier, et elle me les envoyait par petits paquets régulièrement comme ça. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'en sciences humaines, on a beaucoup de besoins d'ouvrages, quoi, de recherche documentaire et de se nourrir. Et moi, j'avais accès à rien dans la bibliothèque. Il y avait Walou, comme j'ai dit. Donc voilà, et c'est là où François a été d'une aide pour moi. C'est qu'il m'a dit, mais moi, je vais t'aider, je vais te ramener des livres. Au début, je t'ai même pas cru, parce que voilà, je crois ce que je vois, et j'avais beaucoup de méfiance par rapport aux institutions, par rapport aux adultes en général, parce que j'avais l'impression qu'ils étaient là juste pour m'enfermer, m'enfoncer, et aussi, on m'avait beaucoup, à Fresnes, quand je suis arrivée, on m'a considéré un peu comme un animal sauvage, parce qu'en effet, j'arrivais suite à une émeute des femmes de la prison de Versailles, et du coup, on m'a dit, ici, on va vous éduquer, on va vous dresser. Et heureusement, c'est le mot qu'il fallait pas employer. Voilà, ils n'ont pas réussi, mais ils ont bien essayé quand même. Et voilà, moi, c'est ça qui a été très dur pour moi en fait, c'est qu'en prison, on me considérait pas comme un être humain, mais comme voilà un animal sauvage à dresser. Et du coup, à vous mettre aussi des choses dans la tête. Et alors que moi, je considérais que ok, mon corps était enfermé, mais que j'avais encore l'esprit libre et que j'avais D'où la pensé révolte ce que je et voulais. l'énergie de vie qui poussait derrière. Donc vous avez eu cette licence et vous êtes sortie quand alors? 2 ans après? Comment ça s'est passé votre réinsertion? Bah, ça s'est assez mal passé parce que je suis sortie avec 3 sous dans la poche, hein, on va pas se mentir. Je me suis retrouvée à la rue et j'étais en squat. Et grâce à des gens de l'Envolée d'ailleurs qui m'ont hébergée. Et puis quand François qui prenait des nouvelles régulièrement, parce que je squattais pas mal le bureau à la fac là-bas, parce que c'était un repère pour moi en fait. On m'avait interdit de retourner dans ma région d'origine, la Normandie, en considérant que j'y avais des mauvaises fréquentations. Comme si dans le 9-3 j'en avais des meilleures. Je vous laisse juger. Voilà, donc c'était un peu stupide. Et du coup, lui, il m'a dit, moi, je vais pas te laisser comme ça. Voilà, et il m'a dit, je vais essayer de te trouver une chambre universitaire, enfin une bourse d'études, quelque chose, quoi, pour pouvoir voilà, poursuivre tes études, parce que j'avais vraiment envie de continuer, j'avais pas envie de m'arrêter là. Donc c'est là où ça a été essentiel, c'est d'avoir un logement et ce revenu-là. Ça m'a permis vraiment de ne pas replonger dans le business, parce qu'il faut savoir que moi, je suis sortie 3 fois de prison. À chaque fois, j'ai recommencé, juste, voilà. Et cette fois-là, bah, ça a été la bonne, parce que j'avais d'autres chemins, d'autres portes qui s'ouvraient enfin. Et une bataille importante que j'ai pu livrer aussi, finalement un peu grâce à lui, c'est que dans ses conférences, il amenait toujours des gens, en fait, des écrivains, des juristes, pour nous ouvrir un peu des horizons. Et donc cette juriste qui était venue m'avait informé sur mes droits, peu de détenus le savent. Parce que quand vous sortez, en fait, à cause du casier judiciaire, il y a plein d'endroits où vous ne pouvez pas travailler et plein de responsabilités que vous ne pouvez pas assumer. Et du coup, moi, j'ai pris connaissance qu'on pouvait effacer une partie de son casier judiciaire. Et c'est ce qui me permet de travailler à l'Éducation nationale aujourd'hui. Ça aussi, ça a été un combat long et difficile. Comment on peut effacer une partie de son casier judiciaire? Alors, bon, en fait, il y a tout un cadre juridique. Hein, donc, il ne faut pas avoir été condamné à plus de temps, être sorti depuis tant de temps. Bon, alors moi, je ne rentrais pas dans les clous. Et pourtant, je l'ai eu. Donc, essayez quand même. Hein, mais en faisant quoi? Donc, lettre de motivation à la juridiction qui vous a condamné. Ensuite, 1 an plus tard, il vous convoque. Vous êtes face à plusieurs juges. Et vous pouvez y aller avec avocat ou sans. Moi, je suis allée à la tchatch parce que je trouve qu'il n'y a personne qui me défendra mieux que moi-même. Et donc, quand j'ai présenté ma motivation, à savoir que voilà, moi j'étais jeune et qu'on me fermait toutes les portes alors que j'étais en train d'étudier, j'avais envie d'aller soit dans la recherche, soit dans l'éducation, vu mon parcours en sciences humaines, et que tout m'était bouché. Et donc, je les ai mis en face. J'ai dit, vous parlez de réinsertion dans cette société. J'ai 20 ans et vous me dites que je suis irrécupérable pour la société. Je suis pas d'accord, quoi. Je refuse ça. Et du coup, là, il y a un juge qui a dit, mais madame, si le casier judiciaire national existe, c'est bien pour que des gens comme vous n'accèdent pas à l'éducation nationale. Avec ce mépris que j'ai subi tout le temps pendant des années, dedans comme dehors, juste l'impression d'être un paria parce que voilà, dans ton parcours, tu as mis un pied en prison. Bon, finalement, vous les avez convaincus. Il y a une partie de votre casier judiciaire qui a été effacée. Vous avez eu quel diplôme pour pouvoir enseigner? Donc j'avais la licence, il fallait une licence à l'époque. Hein, et vous avez passé le concours d'éducation nationale? Et j'ai passé le concours de prof des écoles voilà, dans l'académie de Créteil. Que vous avez eu? Où j'enseigne aujourd'hui, oui. Parallèlement, vous faisiez du sport, beaucoup, en prison. Quel sport?
Alors en prison, donc chez les femmes, faut pas imaginer par rapport à la prison des hommes qu'il y a des appareils de muscu et qu'on peut faire du sport tout le temps quand on veut. Ouais. Non, ça c'est comme ça qu'ils achètent la paix sociale chez les hommes, mais pas chez nous. Donc il y avait du fitness une fois par semaine, mais j'y suis allée, même si c'était pas mon truc. Ça fait toujours du bien d'être avec les copines et tout ça. Et puis volleyball et surtout quand j'avais trop la rage, je tapais sur mon matelas. En fait, vous mettez vos matelas contre le mur et ça fait punching ball, quoi. Vous faisiez de la boxe. C'est comme ça que j'ai commencé, ouais. Et à courir aussi. Mais courir en rond, ça donne le tourné au bout d'un moment. Donc, voilà. Et aujourd'hui, vous pratiquez toujours la boxe? Ouais, la boxe, elle a changé ma vie. En fait, voilà, moi, C'est un bon moyen d'évacuer la rage aussi, non? Grave. Hein? Il y a un côté un peu animal, primal dans la boxe où on va chercher vraiment voilà, au fond de soi et des entrailles, des tripes. Là. Et du coup, on boxe avec ça, avec tout ce qu'on est. Donc moi, ça m'a libérée, ça a continué à me libérer. Et comme tout ce que j'aime, je le partage, j'ai choisi d'enseigner. J'ai passé mon diplôme d'entraîneur de boxe et voilà. Et vous entraînez aujourd'hui des jeunes en difficulté? Donc j'ai monté une école de boxe il y a 3 ans à Villetaneuse et donc j'entraîne en priorité les enfants et les femmes. Et puis vous avez écrit un livre qui est sorti en 2013 qui s'appelle Girl Fight. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, à écrire votre histoire? Donc ce livre, comme le nom l'indique, raconte tous mes combats de femmes. Et ce qui m'a poussée, en fait, comme j'ai dit à l'intérieur, je cherchais des témoignages similaires pour avoir des ressources, pour s'en sortir, voir des personnes qui étaient passées par là. Et il n'y en avait pas, en fait. Bon, il y avait Albertine Sarrazin que j'ai trouvée, mais qui a écrit il y a un siècle. Alors voilà, c'est pas hyper actuel. Et c'est super ce qu'elle a fait, ceci dit. Et du coup, en fait, on était plein à avoir cette envie de s'exprimer. Donc on l'a fait un petit peu par la radio, les journaux militants, mais voilà, on avait envie de plus. Et je suis sortie, j'ai réussi à sortir des textes de détenus et mes textes à moi, je les avais compilés. Et en prison, je tenais un journal. Et donc j'ai rassemblé tout ça et il se trouve que par un chemin, par la boxe, en fait, j'ai rencontré une journaliste, productrice qui s'est intéressée à mon histoire et j'ai pu signer aux presses de la Cité cette autobiographie en septembre 2013. Super. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce parcours? Vous nous disiez tout à l'heure que c'est peut-être grâce à ça que vous avez trouvé la liberté. Disons que je reviens de loin. J'oublie pas que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi qu'il y en a plein qui sont mortes en prison ou après. Donc moi, je me sens rescapée. Et en même temps, je me sens une combattante de la liberté qui ne s'arrêtera jamais tant que sur cette terre, il y aura des individus qui ne seront pas libres. Il y a encore de belles choses à faire, n'est-ce pas, François? Elle n'a pas terminé son parcours. Je pense qu'on va encore entendre parler d'elle. Est-ce que je peux me permettre de dire que Audrey a montré que la réinsertion dont on parle tant, ça se fait en prison dès le départ. Elle a bien montré la voie. C'est-à-dire que là-bas, en détention, elle a écrit beaucoup, elle a réfléchi beaucoup, elle a lu beaucoup. Et si on peut dire, c'était la préparation à la suite. C'est ça. Après c'était dur, dehors, c'était dur à réaliser, mais il n'empêche qu'elle ne s'est pas laissée abattre dedans. Il y a un amoureux, en plus ceci doit être marqué, surtout quand on est dans une prison de femmes. Car je peux vous dire que nous avons eu pas mal de difficultés à installer des études, un cycle d'études, dans la prison des femmes. Incroyable, alors je comprends qu'il n'y a pas de sport. Considérant que les femmes, c'est pas tellement ça leur devenir que de faire des études. Incroyable. Il y a d'autres métiers pour elles. C'est-à-dire qu'en prison se répercutent les inégalités et les discriminations de genre que vous trouvez à l'extérieur, mais redoublées beaucoup. Et donc il faut se battre doublement. Ma conseillère de probation, quand j'étais en conditionnel, m'a demandé à un moment donné, bon alors vous êtes mariés, vous allez faire des enfants. Pour elle, c'est ça la réinsertion d'une femme. Et je dis ni l'un ni l'autre, moi j'ai vraiment d'autres choses à faire. Il n'y a pas d'amoureux? Aujourd'hui, il y a une amoureuse que j'embrasse fort et c'est aussi une combattante de la liberté comme moi, donc je la salue. Très bien. D'ailleurs, il y a eu un rapport du contrôleur des prisons qui dit que les femmes sont plus discriminées en prison. Bien sûr qu'il y a moins d'activités. Vous avez des prisons de femmes
en France où vous êtes 10, 12, 13. Il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Bon, moi, j'étais à Fleury. Oui, à Fleury, il y a une salle de sport. Il y a même des trucs de sport, de la muscu, tout ça. Il y a même des appareils, même. Voilà. Mais c'est pas toutes les prisons sont fleuries avec des choses... Pour rebondir sur les propos de François, est-ce que vous avez préparé votre réinsertion vous, en prison? Déjà, je n'aime pas trop ce mot parce que pour moi, il n'y a pas de réinsertion. Il n'y a que des bâtons dans les roues aux femmes, aux hommes pour la sortie. Vous en êtes où aujourd'hui, justement? On vous rentre en prison, on vous fait perdre votre appartement, on vous fait perdre tout. Donc, vous ne pouvez pas, c'est encore plus dur la sortie. Moi, ça fait 2 ans et demi ou 3 ans que je suis sortie. Donc, vous voyez, je cherche du travail, d'ailleurs. Je passe un petit... Vous cherchez quoi comme travail? Je sais pas, alimentaire déjà. Hein. Voilà, il faut bien payer son loyer et manger. Et puis pour récupérer ma fille complètement, je pense que ça jouera en ma faveur la prochaine fois qu'on va repasser devant un juge des affaires familiales. Jusque-là, depuis 2 ans, vous n'en avez pas trouvé? Je fais un petit peu de figuration dans des films quand j'ai des plans, parce que c'est ce que je voulais faire, du cinéma. Vous avez joué quel rôle? Des trucs infirmières, de la figuration. Là, j'ai pas encore joué de rôle. Et j'ai travaillé aussi dans un restaurant, mais c'est toujours par opportunité, par piston, voilà. Et la prison vous fait déconnecter de tout ce qui est social, d'une vie sociale. Donc je n'ai rien préparé. Voilà, on vous fait sortir avec un comment il s'appelle là, le papier de la fiche de sortie, parce que normalement vous n'avez plus de papier d'identité. Et toutes les administrations devraient prendre ce papier en compte comme votre papier d'identité. Non, on vous fait attendre des mois pour aller récupérer une carte d'identité ou voilà. Je vous dis, vous n'avez pas de droit à l'intérieur, mais encore moins quand vous sortez, vous êtes stigmatisé. Est-ce que vous en parlez à vos élèves de votre parcours? Est-ce que les parents d'élèves connaissent votre parcours? Alors au départ, moi, il fallait juste que je sois comme tout le monde pour qu'on m'accepte dans l'institution scolaire. Il fallait que je fasse mes preuves, quoi. Et puis au bout de quelques années, donc j'ai eu cette opportunité d'écrire ce livre. Et je suis passée au journal télévisé de France 2, donc en septembre 2013, 5 millions de personnes. Donc forcément, le lendemain, dans la cour de récré, voilà, beaucoup d'enfants sont venus me voir. Et puis des parents aussi. Je devais faire ma réunion de rentrée le lendemain. Et je me suis dit, oh là là. Et en fait, on m'a demandé des dédicaces et tout ça. Et ça s'est plutôt bien passé. Et les enfants, c'est un bon support d'éducation peut-être par rapport aux enfants. Il y a pas mal de choses qui peuvent se développer à partir de... J'ai des enfants qui, donc en CM2, c'est déjà des guetteurs. Et puis quand je dealais, en fait, à l'époque, en 98 et tout ça, souvent, c'était des gamins de cet âge-là qui m'amenaient la marchandise dans la cité parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc à partir de là, j'ai eu des gamins décrocheurs qui me disaient, mais je gagne plus de thunes là dehors qu'en allant à l'école toute ma vie. Qu'est-ce que tu me racontes, quoi. Du coup, moi, j'ai essayé de dire, ok, tu veux pas aller en cours et tout, mais moi, je peux t'apprendre à compter, à pas te faire avoir et tout. On va prendre la division, tout ça. Et voilà. Et j'ai trouvé des sortes de motivations comme ça, en disant, écoute, je sais bien de quoi tu parles. Je suis pas naïve là-dessus. Et tu as raison, en effet, l'horizon économique pour toi, il risque d'être bouché vu ta couleur de peau et ton origine sociale. Mais au moins, prends des armes, quoi. Les études, l'école, moi, ça m'a toujours aidé dans la vie. Et t'inquiète, un jour, ça te servira. Sylvie, les séquelles physiques, j'ai mal à toutes mes articulations. Mais ça, c'est les lieux comme ça, clos, la moisissure, voilà. Des séquelles, non, des séquelles, j'en porte pas. Mais maintenant, avec tout ce que je peux, les répercussions que ça a eu sur ma vie familiale, sur mon univers familial, je sais que je paye cher ma liberté, parce que je continue à lutter à crier, à sortir tous les vendredis soirs. On fait cette émission L'Envolée sur FPP, où on lit des textes de prisonniers, de lettres de prisonniers, où on a même des appels de prisonniers, ou des prisonnières et prisonniers qui viennent à l'émission. C'est des cris qu'on peut faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent la parole à ceux qui ont été enfermés. Donc, je paye cher cette liberté de continuer à me battre, à dénoncer. Et voilà. Oui, je paye cher ma liberté, mais c'est souvent comme ça. Quand on est une femme, encore plus. Voilà. Bien sûr. Et Christophe, il sortira quand? En 2052. Je crois qu'on aura 80 ans. Voilà. Un commentaire de Samuel? Oui, un point commun qu'il y a entre Sylvie et Audrey, c'est qu'au départ, vous étiez beaucoup dans ce qu'on appelle la modalité de l'enfant rebelle, c'est-à-dire le sentiment d'injustice, la colère, la revendication.
que vous avez toujours. On voit hein, que là, vous êtes assez tonique. Et puis, on voit que la rencontre entre Audrey et François a permis justement... Parce que le problème, c'est quand vous êtes l'enfant rebelle, vous êtes en opposition avec ce qu'on appelle le parent normatif. Donc, les interdits, les règles. Et plus on vous met du parent normatif, plus on active l'enfant rebelle. C'est ce qui s'est passé en l'occurrence pour Audrey, jusqu'à ce qu'il y ait cette rencontre avec François, qui incarne ce qu'on appelle le parent nourricier, qui a permis probablement d'apaiser Audrey et de ne pas être qu'un enfant rebelle, d'être aussi elle-même un parent nourricier qui va être pédagogue en tant qu'institutrice, c'est ça, et qui va être encourageante peut-être avec les enfants. Et ce qui manque peut-être aujourd'hui à Sylvie, c'est un autre moyen de fonctionner en plus de cet enfant rebelle qui est encore présent en vous, peut-être trouver une autre modalité, un moyen de ne pas être constamment en rébellion, de rester en rébellion, mais d'être aussi parfois autrement. Mais là, vous me voyez, là, je viens bouillir pour ça, mais je ne suis pas tout le temps comme ça. Je sais pas comment... Moi aussi, j'ai plus de famille, moi, j'ai plus de mère, j'ai plus de père. Voilà, mais j'ai des référents, j'ai des personnes qui m'accompagnent, qui sont présentes autour de moi et voilà. Je suis pas tout là. C'est vrai que moi, si je viens faire un plateau ici, c'est pour crier un petit peu, hurler tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. C'est vrai que je ne sais pas forcément le dire, mais voilà. Merci d'être venus. Audrey et Sylvie, nos téléspectateurs pourront vous retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une histoire. Et j'espère que cette émission vous aura aidé à porter un autre regard sur ces femmes. Vous pourrez retrouver l'histoire de nos invités dans la rubrique Toute une histoire dans version féminin ce week-end. En attendant, restez bien avec nous car un autre combat de femmes vous attend dans l'histoire continue. Celui de Lindsay qui s'est battue contre une maladie, l'anorexie. Elle se prépare déjà en coulisses. À tout de suite. Merci. I'm sure you won't be able to turn your head.